bon, moi je suis dans une situation curieuse puisque je dois introduire une discussion sur un livre dont j'ai déjà écrit la préface. C'est une sorte de double seuil que je dois vous faire franchir. Donc je voudrais simplement dire comment j'en suis venu d'abord à écrire cette préface, tout simplement. Et les raisons pour lesquelles je l'ai fait sont, outre la grande admiration évidemment que j'ai pour la découverte, car c'est une découverte, je vais dire, que Juan Pablo Lucchesi a fait dans ce livre et qui lui a permis de relire non seulement quelques textes de Lacan, mais en plus, enfin, au fond, tout le parcours de Lacan, mais en plus, l'histoire du structuralisme, et puis en fait, au-delà de ça, un certain nombre de conséquences que l'on peut tirer, mais aussi on fait des accidents biographiques, et après tout, ça fait partie de votre sujet, les accidents biographiques, de ceux dont vous vous occupez, vous autres psychanalystes, alors que nous, bien sûr, philosophes, nous ne nous occupons que des enjeux spéculatifs de nos accidents biographiques. Alors, les accidents biographiques sont très simples. Je fais partie du comité de rédaction de la revue Les Temps modernes, et on me donne un jour un texte un texte que les gens trouvent très obscur, très compliqué, très obscur, sur la formule canonique du mythe, ils ont le sentiment qu'ils ne voient pas du tout l'enjeu, mais enfin ils ne sont pas sûrs, et comme ils savent que je suis spécialiste de Lévi-Strauss, ils disent celui-là il va savoir quoi en faire. Et donc je lis ce texte. Il se trouve qu'à l'époque, je travaillais sur des sujets très proches, et donc c'était un texte envoyé par Juan Pablo dans lequel au fond il a exposé sa découverte. Quelle est cette découverte ? Cette découverte, c'est une découverte, comme toute véritable découverte à proprement parler, minuscule. Découverte absolument minuscule. C'est une affaire de date. Il est question de date. Vous l'avez rappelé, la question est de savoir comment Lacan a-t-il pu avoir connaissance de la formule canonique du mythe de Lévi-Strauss, sachant que quand il l'applique, donc dans le texte sur le mythe individuel du névrosé, eh bien nous sommes 3 ans avant la publication du texte de Lévi-Strauss. Donc c'est un problème de date. Il y a une sorte d'anticipation magique de la part de Lacan qui reste obscure. Alors j'avais moi aussi été sensible effectivement au texte que Jacques-Alain Miller publie à ce moment-là avec la petite réponse de Lacan, dans lequel, de manière frappante, enfin il était question de la formule canonique. J'expliquais pourquoi moi je m'intéressais à la formule canonique, mais j'avais été sensible à ça, mais en effet je n'avais pas été disons, à la fois alerté à cette question de la date, et puis je ne voyais pas très bien le... Bon. Donc la proposition de Juan Pablo, du coup, remettait les choses dans l'ordre, effectivement, et faisait une petite enquête philologique et permettait d'établir un fait d'histoire, finalement, un fait d'histoire du structuralisme, qui permettait de montrer qu'effectivement Lacan avait donc appliqué la formule canonique du mythe dans la conférence sur le mythe individuel du névrosé. Alors pourquoi c'est important, cette affaire, pour quelqu'un qui s'intéressait à l'histoire du structuralisme ? Alors c'est ce que je voudrais expliquer. Je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles moi j'ai trouvé ça important du point de vue qui était le mien dans l'histoire du structuralisme. Quel était ce point de vue ? Alors ce point de vue c'était celui d'un philosophe qui au fond avait été formé à la philosophie française contemporaine, enfin où avait été formé. Nous n'avions pas de maître, on va dire. Dans les années 90, quand je faisais mes études, personne ne nous aurait formés au structuralisme. Il fallait surtout pas prendre contact avec ni le structuralisme ni la philosophie française des années 60, des années 70, dite post-structuraliste. Surtout pas. Bon. Mais il se trouve que, malheureusement, j'avais un goût pour ces textes, pour les textes de Deleuze, pour les textes de Foucault, même à certains égards pour le texte d'Althusser, alors, en dehors de la philosophie, pour le coup, de Lacan, même un peu lointainement, mais j'avais surtout un texte pour les textes philosophiques. Bon. Et ce dont je m'étais aperçu, très simplement, c'est que ces textes philosophiques étaient incompréhensibles si on ne les mettait pas en rapport avec les réformes pratiques dans des disciplines non scientifiques, ce qu'on appelle les sciences humaines ou la psychanalyse, des disciplines pratiques qui, pour des raisons absolument non spéculatives, non philosophiques, où il n'y avait pas d'intention philosophique,
mais une intention de changer quelque chose à une manière de faire pour appréhender ce que j'appellerais des positivités, que ce soit les positivités de la pulsion, les positivités des mythes, les positivités du langage, etc. Il fallait changer une manière de faire. Donc la dimension de la méthode. Et ce changement dans les manières de faire de la linguistique, des manières de faire de l'anthropologie, des manières de faire de la psychanalyse, des manières de faire du cinéma, des manières de faire de l'analyse littéraire, etc., ces changements dans les manières de faire semblaient ne pas pouvoir s'accomplir sans le recours à certains égards problématiques, fictifs, énigmatiques, à des enjeux philosophiques. Des enjeux philosophiques, au fond, qui portaient sur la nature des choses auxquelles on avait affaire quand on faisait, par exemple, de la linguistique, par exemple, de l'anthropologie, etc. Ces changements philosophiques portaient sur ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire le type d'objet auquel on avait affaire. Donc Saussure découvre qu'il faut changer la manière de faire de la linguistique, mais pour comprendre ce qu'il faut faire, le changement qu'il faut opérer, il faut prendre acte de l'étrangeté ontologique du langage. Formule frappante, celui qui met les pieds sur le terrain du langage est abandonné par toutes les analogies du ciel et de la terre, des Saussure. Maintenant on sait, mais je vous parle de fin des années 90, début des années 2000, les textes de Saussure sur les écrits linguistiques générales n'étaient pas encore parus, enfin, j'en ai eu connaissance évidemment avant leur parution, mais il suffisait de lire les textes pour se rendre compte qu'il y avait un problème d'ordre ontologique en fait. C'est là où je suis en désaccord avec ce que dit Jean-Claude Milner sur d'ailleurs ce que dit aussi Lacan, puisqu'en fait on dit tous ces gens, tous ces acteurs du structuralisme sur la séparation entre le structuralisme comme idéologie générale, éventuellement philosophie, etc., mode, et d'un autre côté, le bon structuralisme, la structure comme concept opératoire à caractère méthodologique qui permet de mieux travailler. Ceci est une chose que les acteurs se racontent, et tant mieux pour eux, mais c'est faux. C'est-à-dire que justement, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Et ça ferait plaisir, évidemment, à ces acteurs de penser qu'ils ne sont pas philosophes, qu'ils ne sont pas corrompus par l'enjeu spéculatif, de même que ça ferait sans doute plaisir aux philosophes de penser qu'ils ne sont pas conditionnés par des opérations pratiques dans le champ psychanalytique, dans le champ scientifique, dans le champ politique, dans le champ artistique. Mais ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est ce dérapage entre pratique et spéculation. Bon. Donc c'était ça qui m'intéressait, c'était de voir que Deleuze, malgré qu'il en est, était un penseur structuraliste, entièrement pris dans l'histoire du structuralisme, et qu'il le savait parfaitement, et qu'il était parfaitement rusé avec l'affaire, mais que c'était quelque chose qui était... et que des questions fondamentales, aujourd'hui, devaient être reprises à partir de ça, et non pas en jouant de fausses oppositions entre le structuralisme et le post-structuralisme, et encore moins en liquidant toute cette affaire. Voilà le contexte dans lequel je trouvais. Vous voyez bien que c'est un contexte qui a l'air assez éloigné quand même malgré tout de problèmes de date, de petits problèmes. Eh bien en fait non, c'est pas du tout éloigné de petits problèmes. Pourquoi ? Parce que effectivement je m'étais rendu compte que le texte de Lacan, sur la conférence sur le mythe individuel des névrosés, était un des textes dans lesquels on voyait le plus clairement justement ce transfert de pratique qui constitue le structuralisme. C'est-à-dire la manière dont quelqu'un disait « Ah oui, il faut faire comme ce qu'on fait en linguistique, mais en anthropologie, au prix de torsion et d'une vraie invention. » Et d'autres qui disaient « Ah oui, il faut faire en fait en clinique comme on fait en anthropologie, au prix de torsion, etc. » Et c'est ça l'histoire du structuralisme, c'est ces déplacements, ces torsions, qui à chaque fois allaient avec une réévaluation de l'objet. C'est-à-dire, le langage, en fait, est fait de signes, mais attention, un signe, c'est différentiel, c'est positionnel, c'est double, c'est très compliqué, un signe. Et bien plus compliqué que les caricatures que l'on trouve même chez Lacan quant à ce que serait le structuralisme linguistique. De même, en anthropologie, on a affaire, à la limite, à des signes. C'est très compliqué. Ce qu'on veut dire par là, c'est ce qu'on veut dire, on a affaire à un objet bizarre. De même, on avait affaire avec, justement, l'inconscient ou la pulsion, à quelque chose comme un signe. Donc il y a une ontologie de la pulsion qui rend possible l'émergence d'un sujet, qui conditionne même l'émergence d'un sujet, et qui a à voir avec l'ontologie du signe, telle qu'elle est travaillée dans tout ce sujet. Voilà ce qui m'intéressait. Au fond, c'était ça, plus précisément. C'était que doit donc être la réalité, quelle sorte de réalité doit-on concevoir pour que quelque chose comme un sujet soit possible. C'était ça. Et l'hypothèse que j'avais formulée,
très simple, au fond, était que cette réalité était la réalité que Lévi-Strauss appelait la réalité symbolique. Ce qui caractérise cette réalité symbolique, ça n'était pas, il suffisait de lire Lévi-Strauss pour s'en rendre compte, cette sorte de figure transcendante et totémique qui serait une sorte de totalité close dans laquelle effectivement les éléments seraient définis les uns par rapport aux autres à l'intérieur d'un système. Ceci est une interprétation fausse du structuralisme qui ne correspond à rien en fait, à quelques déclarations dans les structures élémentaires de la parenté, mais qui ont un caractère en fait un petit peu, mais qui ne correspond pas du tout à la pratique de la construction d'une structure, ni en phonologie, ni en anthropologie, ni à aucun moment de Lévi-Strauss, même pas dans les structures élémentaires de la parenté. Une structure, c'est effectivement quelque chose qui déraille, depuis toujours, même dans les structures élémentaires de la parenté, mais très clairement dans l'analyse des mythes, et là ça devient très clair. Ce qui intéresse Lévi-Strauss dans l'analyse des mythes, justement, la manière dont il comprend le terme de structure, c'est justement, c'est la raison pour laquelle ça ressemble à du langage, c'est justement qu'un terme se définit, se détermine dans son identité, dans son unité, par sa relation oppositionnelle, différentielle avec d'autres, mais à condition que cette construction d'un champ de relations, si vous voulez, d'un système, implique nécessairement la construction d'un autre système dans lequel les choses sont décalées. Ça, c'est permanent. Or, Lévi-Strauss nous dit, c'est ce qui permet donc tout le parcours de l'analyse des mythes, mais si vous lisez par exemple l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, qui date de 1950, enfin, dans l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, il explique que une structure est un système de systèmes, mais que les systèmes étant en décalage, les uns, un décalage par rapport à eux-mêmes, étant dans une sorte d'incomplétude en fait constituante, et incomplétude ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui leur manque dehors. C'est ça le problème du résidu. C'est pas qu'il y a un truc qui leur manque dehors. Incomplétude, ça veut dire justement qu'ils sont définis par ce décalage qui produit le résidu. C'est pas quelque chose qu'il faudrait attraper, mais non, le résidu est un effet positif du jeu structural. C'est pas du tout quelque chose de négatif ou qui est en dehors ou en défaut. C'est effectivement son opérateur propre. Donc, en 1950, il nous explique que donc il y a ces décalages qui sont constitutifs des relations de transformation, qu'on va appeler de transformation entre les systèmes, et que ce décalage explique ce qu'il appelle la subjectivité. C'est le terme qu'il utilise, la subjectivité. Donc, l'objectivité structurale permet de rendre compte de la possibilité de la subjectivité, qui intéresse donc effectivement à l'époque les philosophes à travers l'existentialisme. Or, le concept technique qui permet de décrire ce type de décalage, c'est la formule canonique du mythe. Donc, on avait là effectivement un moment très précis dans lequel on voyait que l'hypothèse un petit peu don quichotesque de Lévi-Strauss sur la genèse de la subjectivité, pour ainsi dire, parce qu'encore une fois, cette histoire du quantisme en sujet transcendantal, c'est tout à fait superficiel et polémique, enfin ça ne correspond pas du tout à ce que Lévi-Strauss nous dit par ailleurs. C'est Pierre Ricoeur, absolument, c'est une réponse en disant oui, absolument, tout à fait, hein, quantisme en sujet transcendantal, bon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, ça c'est vrai, il veut dire qu'il n'est pas ricoeurien, c'est tout ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une théorie de la subjectivité. Et, il en a une, et encore probablement, effectivement, je suis tout à fait d'accord, qu'il y a des retours de la psychanalyse vers l'anthropologie, d'ailleurs, de ce point de vue-là, vraisemblablement. Donc, il y a un enjeu énorme, absolument fondamental, hein, qui est d'articuler une théorie de l'être à une théorie du sujet, comme dirait Alain Badiou. Simplement, justement, c'est pas la théorie de l'être de Badiou, en tout cas la théorie qu'il expose dans l'être de l'événement, et c'est pas non plus la théorie du sujet d'Alain Badiou, c'est une théorie que je trouve plus intéressante, parce qu'elle est plus proche, véritablement, de la vie, tout simplement, de la vie. Et savoir si elle était plus proche de la vie, pour savoir qu'elle était plus proche de la vie, eh bien, il fallait regarder, effectivement, dans quelle mesure elle était susceptible de servir à une pratique, je dirais, de la vie. J'aimerais bien qu'on appelle ça la vie, en fait. La vie de la vie, c'est-à-dire le fait que la vie, la logique d'une vie, c'est ça la vie de la vie, c'est-à-dire c'est le fait qu'une vie suit une logique qui est celle de la tragédie, c'est-à-dire qui n'est pas la logique de celui qui la vit. Pas la logique que croit et reconnaît celui qui y vit, c'est ça la vie de la vie. Donc, l'intervention de Lacan dans ce champ était absolument essentielle. Et elle permet de reprendre non seulement
justement le problème de l'histoire du structuralisme dans cette dynamique de décalage, effectivement, d'un champ à un autre, qui est aussi en même temps celui du destin de la philosophie dont on a hérité, et aussi de poser la question vraiment fondamentale, qui est de savoir quelle théorie de l'être est susceptible de se tenir à la hauteur de ce qu'on peut savoir du sujet à travers ce que nous en dit peut-être une pratique qui est celle de la psychanalyse. Donc ce petit fait historique a des enjeux, effectivement, je crois, qui ne peuvent pas être sous-estimés. Et c'est là où je crois on reconnaît c'est la raison pour laquelle je suis ici, c'est là où on reconnaît une grande découverte. C'est ce phénomène de fer à cheval entre le petit et le grand. C'est là, dans le détail, que vont se décider des grandes options, à la fois intellectuelles, historiques et, je dirais, éthiques. Bien, on peut discuter? Oui. Absolument. Oui. Serge Côté, peut-être vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Patrice Manimier, non? Oui. Peut-être, oui, sur la... Je voudrais savoir ce que vous reprochez exactement à Milner, je n'ai pas bien suivi, et est-ce que vous souscrivez à la différence établie par lui entre une mode, enfin vous y avez fait allusion, une mode qui serait finalement fondée sur l'ordre symbolique jamais mis en question, enfin sur la consistance d'un ordre symbolique, de la catégorie du symbolique de Lacan, d'une part, avec une structure qui épinglerait quelque chose du réel, et notamment la jouissance, qui ne serait pas contradictoire avec un au-delà du symbolique. Non, je ne souscris pas du tout à cette distinction entre mode, encore une fois, entre ce qu'il appelle le discours du journal, c'est Lacan, d'un autre côté le discours de la science. Oui, on va revenir à Lacan, mais là, vous parlez de Milner, non? C'est ça? Oui, mais enfin, de Milner citant le texte de Lacan, voilà, qui est de 66, mais en fait, petit discours à l'AFP. En fait, il en fait pas du tout le même usage. C'est-à-dire que ce que Milner exactement veut dire, c'est que il y a d'un côté la science, et puis il y a d'un autre côté, en fait, l'idéologie. Il y a le journal. Du côté de la science, les choses sont claires, selon lui. Le structuralisme est mort en 1968, je crois, c'est-à-dire avec l'apparition des principes de phonologie générative de Chomsky et Halle, c'est-à-dire le moment où la phonologie structurale, en fait, est avérée, disons, périmée, parce qu'il y a une théorie des programmes de recherche, en fait, une sorte d'épistémologie des programmes de recherche, c'est-à-dire qu'une science est bonne tant qu'elle n'est pas périmée par une autre, et périmée par la phonologie, par le modèle génératif. C'est très important, ça, parce que, et encore... Enfin, Lacan s'émancipe, lui, très largement de la linguistique et de la phonologie, aussi dans le maniement de la structure. Oui, enfin, en même temps, il en fait des... Oui, mais c'est tout à fait nommé. Bon, il y a deux choses. Il y a plusieurs époques. C'est-à-dire, si vous lisez Lacan de 1954, c'est un montage entre Forda et Jacobson. D'ailleurs, moi j'ai fait une petite enquête récemment sur ça, et on voit bien qu'en fait il lit Saussure après Lévi-Strauss. Il lit les phonèmes, s'appelle Forda. Oui, bien sûr, ça c'est bon. Donc bon, le phonème avec cette... D'ailleurs, ce qui l'intéresse, c'est effectivement l'idée, d'ailleurs probablement à mon avis fausse, d'une sorte pour ainsi dire, de précédence de la différence phonologique, comme différence en fait sans signifier, différence signifiante sans signifier, sur les différences, disons, morphologiques, qui sont des différences signifiantes et signifiées. Ça l'intéresse, parce que du coup, on aurait moyen de penser quelque chose comme le signifiant, ou l'antériorité, la précédence du signifiant sur le signifié. Je pense que, en revanche, effectivement, les années 70, effectivement, au fond, il est très saussurien sans le savoir, en le sachant quand même. Ça ne bouge pas, oui. 70, grand S, la barre, petit S. Non, dans les années 70, il est très saussurien, au sens où effectivement, il a une conception d'une... Parce que Saussure, c'est pas... comme vous le savez, Saussure, c'est pas le cours de linguistique générale, en fait. Non, mais Lacan n'est pas Saussure non plus. Et bien, en revanche, dans les années 70, il est vraiment saussurien, au sens où il voit
que la langue, c'est pas quelque chose, disons, qui correspond au modèle structuraliste standard. Voilà. Et ça, c'est tout à fait saussurien, donc peu importe. Toujours est-il pour revenir, il y a encore une fois deux choses. Il y a Milner d'un côté, puis Lacan de l'autre. Donc Milner, le problème de la position de Milner, je vous dis, c'est qu'elle sépare quelque chose qui serait de l'ordre des concepts opératoires de la science, par exemple phonème, etc., de conception un peu générale du monde qui serait le structuralisme. Et je crois que c'est une grande erreur. C'est une erreur de tout point de vue, du point de vue à la fois historique, je pense que c'est faux, parce que, encore une fois, il n'y a eu structuralisme. Lévi-Strauss, d'ailleurs, Milner ne voit même pas en quoi Lévi-Strauss est structuraliste, par ailleurs, mais du coup, il ne voit pas. Et Lévi-Strauss n'a évidemment pas importé d'opérations méthodologiques de la linguistique dans son champ, en fait. On regarde concrètement, il n'en applique aucune. Du coup, on dit c'est de la poésie, c'est de l'analogie, etc. Mais pas du tout. Il y a quelque chose de précis que Lévi-Strauss a retrouvé dans son champ et qui existe en effet et qui motive le structuralisme linguistique, c'est le caractère ontologiquement problématique de leurs objets. C'est-à-dire tout simplement le fait que une variante d'un mythe peut être en fait la variante d'un mythe identique à une autre variante qui en fait ne lui ressemble pas, mais même effectivement lui est opposée, tout simplement. Et donc c'est l'intuition transformatrice. De la même manière, vous voyez que R roulé et R crasseyé, pour prendre l'exemple des variantes facultatives en phonologie, peuvent être en fait le même phonème, hein, c'est donc l'identité du phonème, présente des problèmes similaires à celle de l'identité des mythes. Et donc il a par exemple tout à fait raison de faire ce type de choses. Lévi-Strauss. Hein. C'est au niveau de l'identité des termes, c'est-à-dire pas du tout... et ça, c'est un problème philosophique, c'est un problème spéculatif. Hein. Donc, c'est pas des choses... voilà, alors ça, c'est ce que je veux dire quand je dis que Milner a tort de séparer les deux, de séparer le structuralisme comme mouvement, et puis le concept opératoire de structure comme quelque chose qui serait opérant. Maintenant, pour Lacan, c'est plus compliqué, mais ça a à voir, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de comprendre que justement, cette séparation entre d'un côté, par exemple, l'ordre symbolique et d'un autre côté, un concept de structure, évidemment, moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a la notion de structure comme ordre symbolique clos, transcendant, etc., en fait, ne correspond à rien. Et qu'en réalité, la structure, ça a toujours été, je suis tout à fait d'accord, cet effort pour saisir ce que j'appelais là la vie de la vie, en fait. Donc effectivement, ce déplacement permanent, ce décalage, etc., et cette impossibilité en fait à totaliser sous une certaine forme, parce que c'est pas non plus, ça pose la question des instruments formels qu'on utilise pour le faire. C'est vrai, mais ce qui est important justement, c'est de comprendre le glissement de l'un à l'autre. Et c'est pas un glissement contingent, et il n'est pas dû au fait que les gens aient été bêtes, que les gens aient été emportés par une mode, il est dû au fait que notre problème, c'est que dans l'idéalité la plus idéale, celle de ce qu'on appellerait le symbolique, le signe, etc., c'est dans l'idéalité que se trouve la source de ce décalage, de ce déportement permanent, de cette impossibilité justement à saisir, sous une forme satisfaisante pour l'esprit, si j'ose dire, ce dont il est question. On dit le réel. Vous voyez ? Donc le problème, c'est que si on sépare les deux, on a l'impression, on risque théoriquement de se simplifier un peu la vie. C'est un mythe en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la saleté de cette affaire. C'est pour ça que je dis, il y a de la grosse tâche dans le mathème. Et ce que la formule canonique du mythe permet de penser, c'est quelle formalisation permettrait d'attraper justement cette tâche. Cette claudication du mathème. Il y a une claudication, ça boite, et que ça boite, et pas quelque chose, encore une fois, d'externe, sur lequel la structure ou l'entreprise formelle viendrait buter. C'est l'inverse. C'est l'entreprise formelle qui nous permet de saisir cette claudication. Et de ce point de vue-là, encore une fois, quand je faisais allusion aux lacaniens, etc., je pensais par exemple à des gens comme, Zizek, et une partie des gens qui suivent Zizek, curieusement, sont curieusement, en fait, ils veulent être très matérialistes, hein, et
Et du coup, mais on Considère la structure comme idéaliste. Ouais. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est encore une fois que le symbolique, il n'y a pas d'opposition, d'ailleurs vous l'avez dit, il y a pas. C'est dans le symbolique, mais en même temps c'est une question de priorité, quoi. Et il faut donner la priorité au symbolique, si vous voulez, c'est-à-dire à la structure. C'est dans le symbolique que l'on va pouvoir rendre compte du réel, et pas l'inverse. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une réflexion, une remarque, tout à fait dans le décours de ce que vous venez de dire, Patrice Menguier, qui serait pas une explication, mais une des causes qui fait qu'actuellement la psychanalyse est attaquée, et très attaquée, puisque justement, dans l'actuel, il y a quelque chose qui est totalement, sur un versant, je dirais, qui tente et qui voudrait bien en finir avec le tragique de la vie. Hein? Il y a tout un courant idéologique qui nous imbibe, on va dire, où on entend de partout qu'il est scandaleux qu'il n'y ait pas zéro risque, par exemple. Bon, bref, des choses comme ça. Hein. On ne va pas multiplier les exemples, mais c'est partout. On trempe là-dedans, en ce moment, je dirais. Et notre système, je veux dire, dans la suite de l'idéal religieux, on est passé à l'idéal scientifique, on peut dire quand même. Hein. On nous dit ça, et on nous affirme qu'on va solutionner quelque chose. Hein, qu'on est dans cette idéalisation-là de pas de reste, voilà, l'humain augmenté. Hein, c'est vraiment toute cette affaire d'humain augmenté, du programme MBIC, de tout ça, hein, qui est là, enfin je veux dire qui est là, très actuel. Et je me disais que ce que vous dites éclaire l'attaque qui est faite aux psychanalystes actuellement. C'est-à-dire on leur reproche finalement que leur pratique, ou en tout cas que faire une psychanalyse, ne solutionne pas tout. Enfin, je veux dire que qu'on n'a pas, que c'est, on l'oppose à des thérapies brèves, à des choses qui vont plus vite, qui soi-disant guériraient. Alors c'est toute la question de la guérison aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est raté aussi de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on ne promet pas le guérir. On dit que ça vient de surcroît quand même. Bon. Donc, il me semble que là, il y a à saisir quelque chose, même du point de vue des psychanalystes eux-mêmes, qui sont attaqués, parce que en effet, ça, quelque part, c'est raté. Bon, je trouve que c'est important de le dire, parce que il y a une promesse de paradis, là, actuelle, dans le fantasme, sur Terre, qui est promue, on va dire, on fait une vraie promotion paradisiaque, et je crois que la psychanalyse est concernée par ça. C'est-à-dire que, en tant que pratique, elle ne s'inscrit pas, justement, dans cette totalité-là, c'est-à-dire dans cette histoire-là, ou dans cette fiction-là, en quelque sorte. Je ne sais pas si je me fais entendre, mais c'est le tragique que vous rappelez là, d'accord? J'ai l'impression que l'idée générale, c'est on cherche à donner du sens, mais enfin, vous comprenez bien, le monde est tellement compliqué qu'en fait, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à donner du sens, ça a des résidus. Et donc du coup, le psychanalyste s'occupe du reste. Voilà. Alors évidemment, si vous voyez les choses comme ça, on voit du tout au fond la radicalité de la psychanalyse du point de vue de la compréhension même de ce que ça veut dire pouvoir donner du sens. La psychanalyse, au fond, reste extérieure. Bon. Et c'est très profondément faux, et c'est ce qu'il faut comprendre, mais c'est difficile, il faut reconnaître, même, je dirais, même philosophiquement, c'est-à-dire intuitivement. La philosophie, c'est fabriquer des intuitions pour des choses qui ne le sont pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, c'est parce qu'on donne du sens, c'est par la manière même dont on donne du sens que précisément, il va falloir toujours recommencer à en donner autrement. C'est ça la formule canonique du mythe. La formule canonique du mythe permet de penser le type de processus formel qui font que la manière même dont effectivement les choses apparaissent signifiantes, sont déterminées comme étant des signes par leur relation, etc., font aussi que, de toute manière, il y a quelque chose d'autre à faire, il y a à redonner du sens autrement, etc. Donc ce ratage est constitutif. D'accord, mais ce que dit aussi la psychanalyse, dans la pratique y compris, c'est qu'à un moment donné, il y a le sens à choc.
C'est-à-dire que si on est du sens tout le temps, on loupe. Bah, c'est pas que le sens, justement, c'est pas que le sens achoppe. C'est pas que le sens achoppe, c'est qu'il y a... Il y a deux mots Il n'y a employés justement pas de limite. de part et d'autre qui ne sont pas contemporains de la psychanalyse. Premièrement, c'est le tragique. Deuxièmement, c'est donner du sens, qui fait partie des syntagmes de la doxa aujourd'hui. Donner du sens. Bon. Il est arrivé à la psychanalyse de vouloir donner du sens oedipien à toute énonciation. Lacan a fait obstacle à cette tendance en montrant qu'il y avait du religieux dans la psychanalyse, que le sens était religieux et qu'il y avait lieu de débarrasser la psychanalyse de ça. Deuxièmement, la version tragique de la psychanalyse appartient aux années 60, notamment au séminaire éthique, et, comme on dit aujourd'hui, est dépassée. Il y a au contraire un versant comique de la psychanalyse, un vice de l'inconscient très marqué par Lacan, et une psychanalyse, non pas du symbolique, je résume très schématiquement, mais du réel. Et ce qui reste en travers de la gorge, du sens, du signifiant, du père, etc., Lacan appelait ça l'objet A ou la jouissance. Et on est au contraire dans une époque où le sujet est très embarrassé par sa jouissance, qu'il voudrait absolue, sans entrave et sans limite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça produit l'angoisse qui va rendre, normalement, si on est structuraliste et logicien, qui devrait rendre la psychanalyse populaire. Il faudra un temps pour ça. Miller a le projet d'une rééducation freudienne du peuple français. Ça va être très dur. Ça va être très dur de lutter contre la paranoïa. On est dans une époque où, contrairement à Freud, j'ai réussi là où la paranoïa échoue. Il y a un renversement. La psychanalyse pourrait perdre là où la paranoïa réussit. Et j'ai cité M. Onfray. C'est ça, le risque est là, dans cette idéologie, et pas dans la psychanalyse, qui n'est pas une vision tragique de la vie. Il se moque d'ailleurs, Lacan, de l'idée de tragédie. On a perdu le sens de la tragédie. C'est ça, Oui. notre époque. Pierre Sidon. Oui, alors, trois questions. Une question à Juan Pablo sur le Lacan hyper-structuraliste. Enfin, c'est une citation de Milner, apparemment, que je ne connaissais pas. Il me semblait que la question du sujet, et notamment la question de l'insondable décision de l'être, qui est antérieure de 1946, me semble-t-il, évidait quelque chose de la causalité signifiante et du structuralisme. Je me figurais qu'il y avait au contraire une objection au Lacan structuraliste du fait de la question du sujet. Une question à Patrice Mélinier sur... oui, j'ai bien aimé votre renversement. C'est intéressant de considérer que, au fond, la causalité symbolique et le réel est inclus dans la causalité symbolique. Est-ce que le renversement lacanien de son dernier enseignement, de considérer que le signifiant est cause de la jouissance, n'est pas synonyme de ce que vous avancez? Puis une question à Serge Côté sur la question du changement de sens, de contenu des termes dans les cas de discours en fonction de la permutation. Je trouve ça très intéressant, mais vous donnez à l'appui de cette démonstration le discours capitaliste qui n'est pas proprement parler une permutation des cas de discours, puisque, me semble-t-il, il y a des flèches qui partent et qui croisent les termes, et donc, et du reste, Lacan parle de la production des plus de jouir, je crois que c'est dans l'envers, mais il rajoute en toc. Donc du coup, il y a une production d'objets, mais est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce que en toc est une façon péjorative de qualifier justement l'échec des gadgets à saturer la jouissance comme... Alors du coup, il y aurait une dérive par la nouveauté qui leurre à chaque fois le désir en donnant l'impression que cette fois-ci ça va être le bon, mais au fond ça continue d'angoisser le sujet. Voilà. Ben, vous avez répondu. L'hyperstructuralisme et Lacan est fondamental. C'est une guerre aussi contre l'imaginaire. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, à partir d'une situation clinique, que, si tu dis, que pour une femme, le mari fonctionne comme sa mère, la femme, peu importe la qualité physique du mari, peu importe si le mari est barbu, il travaille à la SNCF, c'est pas la question. Comme le mari, comme jadis la mère, je sais pas, lui interdit de porter des mini-jupes.
C'est ça la question. Donc je pense que c'est ça la radicalité de l'hypertonisme lacanien, dans un premier temps surtout. C'est la lutte contre l'imaginaire, on va dire. Je dirais juste un petit commentaire sur la question du résidu. Je pense que j'ai été frappé par le fait que le signifiant béance chez Lacan est un signifiant tout à fait fondamental pour essayer de nommer quelque chose de ce qui résiste à la formalisation. Et il est présent très tôt. C'est-à-dire que dès le premier séminaire, je pense qu'on le trouve. Alors après, il a fait des tours, mais il y avait quelque chose quand même pour Lacan, déjà dans l'usage de ce terme, qui témoignait que voilà, quel que soit le souci de formalisation, il y avait quelque chose qu'il avait tout simplement, tout simplement, le séminaire 1, il distingue le ça de l'inconscient, justement. Il dit le ça, c'est comme si ça n'existait pas. À tel point ça refoulé. Donc d'emblée, l'irréductible, disons, est là, le premier séminaire. Mais vous ne pensez pas que la béance, sous d'autres titres, peut être intégrée à la structure? Autrement dit, est-ce qu'il y a lieu, est-ce qu'il y a lieu de distinguer formalisation, logique et structure? C'est ce que vous illustrez. Oui, ça, j'ai du mal à comprendre en quel sens. C'est-à-dire que si le mot béance, effectivement, on l'entend juste d'un point de vue pour le coup imaginaire, au sens où il y a quelque chose qui manque, et que la formalisation, on l'entend, mais aussi imaginaire, comme une sorte de totalisation des choses. Alors du coup, effectivement, bon, mais c'est pas vraiment le sens de... Non, la structure ne prétend à aucune totalisation. Mais n'importe quelle formalisation, si vous prenez une formalisation quelle qu'elle soit, je veux dire, une formalisation logique de base, quelle que soit P, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une lettre, et c'est bien pour ça que Lacan parle de littéralisation, vous mettez une lettre à la place de rien. C'est une pure position, c'est-à-dire vous traitez la page en termes de position, et pour créer une position, il faut faire que quelque chose soit équivalent au rien sur lequel, du coup, vous pouvez dire qu'il est. C'est-à-dire vous créez la position par une équivalence de quelque chose avec rien. Donc la notion de béance n'est pas incompatible. Je pense par ailleurs qu'au fond, et ça rejoint la citation que vous faisiez, c'est aussi un peu le bain existentialiste dans lequel se trouve Lacan, qui me semble très... Je crois que Lacan, c'est quelqu'un qui a réconcilié Sartre et Lévi-Strauss, en fait. C'est-à-dire il a expliqué qu'on pouvait avoir, grâce à Lévi-Strauss, une théorie existentialiste du sujet, enfin, théorie existentialiste modérée, du sujet taché, mais enfin le sujet qui est déjà assez taché quand même chez Sartre. Donc c'est un peu ça, je crois, le projet. Alors pour vous dire au fond, le fond de ma pensée, c'est que j'ai l'impression, voilà, maintenant j'y vais vraiment à la louche, mais j'ai l'impression quand même, sur cette affaire de résidus, que ça traduit l'opposition, je dirais, entre des pensées de la négation, dans lesquelles en effet on a quelque chose de l'ordre d'une butée, c'est la mort. Alors, pour le coup, là, ce qu'il faut voir, c'est le statut du signifiant mort chez Lacan, qui est présent au début, il reste, je dirais, existentialiste. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, effectivement, à la limite absolument pure, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport à une négation pure. Donc, dans le processus que je décris de déplacement permanent, le furet, comme ça, qui court, mais qui court pas simplement à l'intérieur d'une structure, mais de structure en structure, quoi, qui se décale, etc., qui est trans-individuel et qui même, bon, il y a quelque chose comme une limite pure. Donc ça, je pense que ça excite pas mal de lacanien. Limite pure, il y a une butée, il y a un truc, bon. Je pense que c'est une mauvaise idée, je le dis comme ça, peut-être que je le ressens, mais qu'il y a un autre type de... Ça excite aussi beaucoup d'ailleurs Alain Badiou, en fait, c'est ça qui plaît. Pourquoi ça plaît? On comprend pourquoi ça plaît, parce que ça permet l'idée que le sujet va se construire dans une coupure radicale avec la vie. C'est-à-dire qu'il y a le sujet, c'est un point de révolution subjectif, et effectivement, on sort de tous ces démêlés, de toutes ces chicanes un peu impures, où une chose est toujours l'autre, et où ça se déplace toujours un petit peu plus loin, il y a encore autre chose à faire, ça. Non, buter. Comme si d'ailleurs ça allait arranger le problème du consommateur capitaliste, enfin, il fallait le convaincre que son désir allait buter sur une limite absolue. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Enfin, d'abord, on fait un peu père fouettard dans cette affaire, ça c'est pas du tout ce que je dis que vous faites, hein, mais pas du tout, hein, ça soit bien clair. Mais non, mais il y a tout un truc, il y a tout un thème là-dessus. Ça, à l'inverse, c'est la pensée de la négation, vous avez des pensées de la variation. Et ça c'est ce que fait Lévi-Strauss. Et donc moi, je suis ravi qu'on puisse effectivement tirer Lacan plus du côté de Lévi-Strauss,
ce jeu de renégociation métamorphique permanent, plutôt que effectivement les pensées de la butée. Très bien. C'est un peu ça l'enjeu. Philippe Bérin. Puisqu'on est dans un lieu quand même où il y a sur les murs des œuvres qui nous regardent, qui nous écoutent, je sais pas. C'est vrai qu'on parle dans l'art de l'histoire de la pensée du côté de la philosophie, du côté de la psychanalyse, mais pour reprendre le terme d'hyper structuralisme, j'ai pas le sentiment, en tout cas c'est ce que faisait valoir Jacques Miller à un moment donné, que le fait de dire que le signifiant n'est pas tout élimine le fait que la question de l'objet ou du réel ne soit pas comprise dans la structure également. C'est-à-dire que finalement la structure ne demeure pas pour autant le lieu de l'exercice d'une possibilité d'inclure tout ça. Je le pense peut-être. Mais parce que vous pensez que la structure... Juste pour terminer, en tout cas, le terme d'hyper-structuralisme fait écho, pour moi, à celui d'hyper-réalisme dans l'histoire de l'art. C'est pas du tout pour faire une homologie, quelque chose une homologie vraiment parfaite, hein, mais simplement, je pense qu'il y a en effet dans ce terme hyper, ce préfixe, peut-être une volonté d'indiquer qu'il s'agit d'inclure la question de la structure elle-même dans la pratique de la structure. C'est ce qu'ont fait les hyperréalistes dans l'art. Lacan s'est beaucoup intéressé aux artistes et à leur travail. Je pense à François Rouen, par exemple, à un moment donné, lorsqu'il a commencé à tresser les différentes couches de peinture. Il y avait déjà eu un cheminement de ce qu'on appelait le réalisme ou la figuration vers l'abstraction, tous ces termes-là qui sont partis ensuite vers ce moment-là de support surface, dont on parle avec Rouen, pas seulement, enfin en particulier. Et je pense que Lacan était aussi au cœur de ça. Voilà, maintenant je ne veux pas en dire plus, mais je vois que sur la question du cheminement de la structure elle-même, ça peut peut-être nous donner des outils. Et moi j'insiste sur un point, j'insiste quand même, en disant que cette question de l'ouverture ou de la clôture est importante pour la psychanalyse actuellement. Parce que ce point de butée que vous rappelez, c'est aussi ça qui fait qu'on ne sort plus de son cabinet pour un psychanalyste. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se ferme, d'accord, qui s'arrête. Bon, soi-disant, parce qu'on est toujours attrapé par la vie, justement. C'est-à-dire que quelque chose continue. Malgré soi, on nous emmerde, mais ça continue. On se dit, on a fait 30 ans de cure, merde, on est rattrapé par ce qui nous arrive. Bon. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est tout à fait constatable. C'est ce qui fait que, par exemple, j'ai eu envie d'ouvrir cette galerie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, pour moi, n'a plus du tout suffi. Ça dépasse ma petite histoire personnelle, je pense. Parce que ça concerne aussi mon rapport au milieu analytique, je le dis. C'est-à-dire quelque chose qui, tout d'un coup, dans l'actuel, je pense, est nécessaire pour les psychanalystes eux-mêmes de passer à ce que vous dites, enfin, de s'interroger en tout cas, sur ce que c'est que la variabilité. Voilà, c'est-à-dire sur quelque chose qui reste, dans une ouverture, et non pas dans cette idéalisation du point de butée, de la mort, d'un truc qui serait, résolu. Voilà. Il y a une héraldique là-dedans, il y a quelque chose du côté d'une héraldique, je trouve, et qu'on entendait il y a quelques années, moins maintenant, mais dans la fin des cures, dans tout ce qu'on entendait autour d'une fin de cure. C'est-à-dire qu'il fallait avoir traversé le fantasme, qu'on en avait fini avec quelque chose de complètement idéalisé, comme si on s'arrêtait de rêver et qu'on s'arrêtait de vivre. Voilà. Quelque chose là, je trouve important, dans ce rappel que vous faites. C'est vrai que si on pense que la vie colle au sujet, ça repose la question de ce que c'est que la fin de l'analyse, de manière assez intéressante. Je suppose que tout ça a été très réfléchi par vous. Oui. Non, mais Deleuze, déjà, confondait la psychanalyse avec une théologie négative, une idéologie
du manque, de l'impossible, de la mort, etc. Bon, on peut facilement réfuter ça avec le dernier Lacan notamment, et en sortant du tragique, comme je vous disais, de la psychanalyse. Mais enfin, excusez-moi d'employer un mot grossier, reste quand même la castration freudienne, avec son nom lacanien, le réel co-impossible. Bon. Et là, je doute effectivement que le peuple français et d'autres soient réceptifs à cet enseignement. Bon, ça explique, comme la logique pour Abélard, qu'il s'est fait aux dieux, aux hommes. Pour répondre à Sidon, d'accord, l'exemple de l'objet A changeant de place, pour vous, n'est pas le bon exemple, parce que dans les deux cas, l'objet A reste un semblant. Alors j'en prends un autre. Je prends S2. Qu'est-ce qui se passe quand S2 change de place? Quelle place? Par exemple, dans le discours universitaire, il est à la place du maître, en haut à gauche. Dans le discours analytique, il est à la place de la vérité. Je dis, ce n'est pas le même savoir. C'est simple, mais... Pas mal comme objection. Je pourrais juste savoir inconscient n'est pas le savoir universel. Ajouter un point, parce que je trouvais ça très intéressant aussi sur, effectivement, l'analogie des quatre discours avec une structure est évidente. Bon. Mais le point intéressant, c'est la dialectique entre, disons, les relations positionnelles entre les termes et les relations, je dirais, qualitatives entre les axes. Parce qu'une structure, habituellement, c'est justement, vous allez définir en fait un système de relations constant. Voilà, qui va effectivement permettre une combinatoire, mais une combinatoire entre les relations. Or, je prends l'exemple du langage, parce qu'effectivement, l'idée selon laquelle en fait on a que le même terme puisse occuper des positions différentes paraît contraire à une certaine doxa effectivement structuraliste. Et en un sens, il y a un problème, incontestablement, puisque du coup, l'axiome fondamental qui est que l'identité d'un terme est définie par sa position semble transgresser. Donc il y a une identité de notre ordre. Ça, vous posez très bien, je trouve, cette question. Mais alors, moi, ça me frappe parce que j'ai le même problème en linguistique. C'est-à-dire, c'est Hjelmslev, en fait, qui est celui qui en a fait la théorie la plus complète, mais en réalité, on la trouve déjà chez Saussure. C'est-à-dire, c'est très simple. Le même mot est à la fois insignifiant et insignifié. C'est le même. C'est les deux faces de la même chose. Pas qu'il ait une partie signifiante, mais c'est le même. Mais même en fonction du système de relations dans lequel vous le prenez. Par exemple, vieille et veille sont très proches d'un certain point de vue, du point de vue du signifiant. Mais ils sont très éloignés du point de vue du signifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une langue, c'est un système dans lequel les mêmes termes occupent des positions, sont définis de manière purement positionnelle, mais il y a au moins deux systèmes de position, ce qu'on pourrait appeler une sorte de surdétermination des termes, qui en fait se concurrencent l'une l'autre. Ça nous donne en fait les jeux de mots. Les jeux de mots, c'est quoi? C'est que en fait, vous faites un court-circuit en passant par un autre système de relations consistant, en fait. Et donc c'est frappant de voir, et j'ai exactement le même problème. Et d'ailleurs, c'est le problème que Deleuze avait bien repéré, effectivement, dans l'article sur le structuralisme. Il dit le point fondamental du structuralisme, c'est la dialectique des relations des termes les uns avec les autres, et des relations les unes avec les autres. En fait, cette dialectique-là, effectivement, je suis frappé qu'elle soit au cœur du structuralisme jusqu'au bout. Bien. Oh bon, il est l'heure, non? Il est l'heure, incontestablement. Merci. Merci. Voilà, bravo.